Je suis content de vous présenter Dr Anne Vidil, que vous avez vu ce matin déjà, et Jean-Marc Glasson, qui est avec nous, vous le voyez. Bonjour à tous, rebonjour. Voilà, je voulais juste faire un préambule, et je remercie Christophe de me donner la parole, sur effectivement cette pathologie qui touche les personnes âgées. En fait, je voulais faire un petit préambule statistique. J'avais présenté en 2010 un petit sujet là-dessus, et donc je me suis référé à ce petit sujet. C'est juste pour donner quelques points de vue statistiques à quel point cette pathologie et cette problématique est importante pour le futur. En 2005, il y avait 250 000 personnes de plus de 80 ans en France. En 2050, il y aura 5 millions de personnes de plus de 85 ans en France. Et en globalité, c'est plus de 85 ans, ça touche notre génération, au docteur Alric et à moi-même. Et pour dire les personnes de plus de 75 ans, eh bien, en 2005, il y en avait 5 millions. Et en 2050, il y en aura 11,5 millions de plus de 75 ans. Ce qui constitue un énorme sujet de préoccupation que nos instances tutélaires et nos gouvernants semblent ignorer largement ou le prendre en charge très faiblement. Sur ces personnes-là, il y aura environ 30% de ces personnes qui seront dépendantes d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire soit dépendantes d'une façon modeste et modérée, soit dépendantes largement avec des conséquences sur l'équilibre socio-économique, ce qui pose de véritables problèmes. Donc cette problématique est très importante et je pense que c'est un sujet primordial dans tous les domaines de la médecine et en l'occurrence dans notre domaine, l'orthopédie. Je laisse la parole, je crois, à Anne Vidil pour commencer le premier sujet à suivre. Merci Jean-Marc pour cette petite précision. Donc en fait, je vais tout à fait dans la continuité des propos de Jean-Marc, puisque effectivement, nous vieillissons, la longévité de la population augmente d'année en année, mais on a aussi une problématique, c'est que tous ces gens âgés, ils veulent avoir des activités et des loisirs. Alors, il faut savoir qu'est-ce que c'est la chirurgie du patient âgé. Est-ce que c'est le patient du 3e âge, du 4e âge, du 5e âge? Est-ce qu'il y a un âge pivot, c'est-à-dire avant c'est bien, après c'est moins bien? Quid de l'âge physiologique? Et puis, quelles sont les conséquences dans notre pratique au quotidien? Et est-ce qu'il faut prévoir des prises en charge spécifiques ou avoir des problématiques thérapeutiques particulières? Alors, bonne nouvelle, on ne marche pas sur les mains, ça c'est un préambule très important, mais une bonne fonction des membres supérieurs est quand même très indispensable à l'autonomie. Et l'enjeu, c'est au-delà des activités physiques et des activités cognitives, ça peut aller jusqu'au maintien à domicile. Une personne âgée qui ne peut plus se laver, ne peut plus manger, malheureusement va devoir être placée en institution. Alors, pour parler un petit peu de l'évolution actuelle de la médecine, notre médecine devient de plus en plus informatisée et connectée, ce qui peut poser problème pour des patients. Déjà, dès la prise de rendez-vous, s'ils n'ont pas d'ordinateur et s'ils ne savent pas s'en servir, c'est compliqué. Puis quand ils arrivent maintenant dans des établissements de santé, au lieu d'avoir une personne, ils ont un espèce d'ordinateur où ils doivent scanner le pass sanitaire, se laver les mains, etc. etc. C'est pas très glamour. Par ailleurs, nos techniques chirurgicales aussi ont beaucoup évolué avec le développement de la chirurgie assistée par ordinateur et de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est très joli sur les photos, mais quid de l'humain? Alors l'humain, finalement, il est chez lui, il a été opéré, il est un peu tout seul, et puis il a tout un tas d'applications qui lui demandent s'il va bien, s'il a chaud, s'il a froid, s'il a envie de faire pipi, mais il se sent un peu tout seul. Alors revenons dans l'humain. Donc, quand on est, nous, avec nos patients, est-ce que pour pouvoir poser nos indications, on doit d'abord tenir compte du patient? Malheureusement, plus on vieillit, plus souvent on a des comorbidités et plus on a de traitements. Et puis, il faut savoir à qui on a affaire. Est-ce que c'est le docteur Adré qui va faire du golf régulièrement ou c'est quelqu'un qui est plus sédentaire derrière sa télé? Et puis aussi, il faut savoir le timing. Est-ce que les soins qu'on va lui proposer, il faut qu'ils soient adaptés, entre guillemets, à ce que le patient peut supporter. On ne va pas se lancer dans un programme chirurgical très lourd pour une personne très âgée et vice-versa. Alors, je vais un petit peu faire un petit catalogue sur tout ce qu'on peut faire en chirurgie orthopédique du membre supérieur et ce qui est adapté justement sur chez patients âgés.
On sait que l'arthroscopie a fait un grand développement ces 20 dernières années et elle est vraiment adaptée pour ces patients âgés. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est peu invasif et qui s'intègre parfaitement dans des programmes de RAC ou d'ambulatoire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand on a des arthropathies qui sont évoluées, douloureuses, mais où on n'a pas trop envie de mettre des prothèses, soit parce que le patient ne le souhaite pas, soit parce qu'on a des comorbidités très importantes, on peut faire simplement des nettoyages articulaires. Et vous avez vu là cette vue endoscopique avec des petits corps étrangers dans le cadre d'une arthropathie gléno-humérale. On peut aussi travailler sur l'articulation acromio-claviculaire qui donne aussi pas mal de douleurs. Elles sont souvent associées à des ruptures de coiffe, mais on peut aussi faire des résections de centimètres externes de la clavicule sous arthroscopie. Et puis aussi, on peut faire des gestes tout simples. Le biceps nous pose beaucoup de problèmes en chirurgie de l'épaule. Il est souvent pathologique, il est souvent douloureux. Alors on peut, au lieu de se lancer dans un gros programme de réparation, on peut simplement faire des tonotomies du biceps sous arthroscopie qui nous rendent bien des services. Quid de la réparation de coiffe ? Alors moi je me souviens, il y a 20 ans, j'ai commencé la chirurgie de l'épaule et j'avais mon patron qui me disait « Non, passé 55 ans, laisse tomber, c'est mort, on répare pas. » Ah bon, lui ai-je dit, mais on n'a pas de bénéfice pour les patients ? Si, en fait, maintenant, il y a des études qui sont sorties, et je vous cite cette étude de Moriarty en 2015. On a une comparaison, en fait, de patients qui ont été opérés de réparation de coiffe avant 50 ans et après 70 ans. Alors, qu'est-ce qu'a donné cette étude ? C'est sûr, chez les gens plus âgés, on a une rétraction, une amyotrophie plus importante au niveau de la coiffe des rotateurs. On a une meilleure cicatrisation chez les patients de moins de 50 ans, ce qui est logique. Mais on a un gain fonctionnel identique. C'est-à-dire que ces patients, ça vaut le coup quand même s'ils sont âgés, s'ils ont une coiffe qui n'est pas trop moche, avec des muscles pas trop atrophiques, on aura vraiment un gain significatif sur la fonction et sur la douleur. Au niveau des prothèses d'épaule, on a aussi beaucoup eu d'évolution dans nos implants. On est maintenant sur des implants de 4e génération. C'est des prothèses qui sont de plus en plus anatomiques. Vous voyez sur cette radio, finalement, on a reproduit une tête. On a mis une petite pièce en plastique pour reproduire la surface articulaire de la scapula. Et l'évolution de ces implants, l'évolution de nos techniques ont maintenant permis une longévité de ces implants qui devient quasiment similaire à celle d'une prothèse de hanche. Sur des prothèses anatomiques avec des belles coiffes, on peut espérer une 15aine d'années de longévité. Alors comme on sait maintenant que ces implants sont fiables, le problème vient maintenant des parties molles. Ça c'est une présentation que j'avais faite sur des résultats à plus de 10 ans sur les prothèses d'épaule. On sait que c'est maintenant la coiffe qui lâche plus que la prothèse. Alors nos industriels ont réfléchi à cette problématique et nous proposent maintenant ce qu'on appelle des systèmes convertibles, c'est-à-dire que si jamais sur une prothèse anatomique on a une lésion de la coiffe des rotateurs, on peut tout à fait passer facilement sur une prothèse inversée sans tout démonter, donc une chirurgie beaucoup moins lourde. Les prothèses inversées, elles, ont quand même révolutionné la chirurgie. C'est le docteur Gramont à Reims, Cocorico, c'est un Français qui a inventé ça. Au début, on l'a traité d'hérétique. Et puis 20 ans plus tard, on dit non, finalement, il était juste génial, ce chirurgien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit si on descend l'humérus et qu'on le rapproche du torse, donc si on fait un abaissement et une médialisation, on va pouvoir s'affranchir de la coiffe des rotateurs et utiliser le deltoïde pour faire fonctionner l'épaule. Et ça, c'était génial parce que pour des patients qui avaient des épaules très altérées, on pouvait non seulement les soulager, mais leur redonner une fonction. Alors ces premières prothèses qui sont apparues, il y a eu pas mal de soucis mécaniques, mais deuxième révolution, on a fait des prothèses latéralisantes, c'est-à-dire qui déportaient un petit peu plus l'humérus sans court-circuiter la fonction du deltoïde. Et là, on a eu vraiment des améliorations sur les résultats cliniques, notamment sur la mobilité en rotation, qui était le défaut majeur de ces inversés, et puis sur la longévité des implants. On dit classiquement une dizaine d'années d'espérance de vie, mais on sait que maintenant, ces prothèses inversées dernière génération ont des longévités bien plus longues. Alors, certes, c'est super les prothèses inversées, mais attention, de ne pas nous adresser les patients trop tard, parce que quand on voit une épaule comme ça sur la radio, on sait derrière qu'on n'a plus de coiffe, et mine de rien, on en a quand même besoin un petit peu. On a besoin du sous-scapulaire en avant pour avoir une bonne stabilité de la prothèse et une mobilité en rotation interne qui soit correcte. Et puis on a besoin de rotateurs externes, infra-épineux et teres minor. Alors ceux-là, s'ils ne sont pas présents, on peut y pallier en faisant des transferts de grand dorsal, mais ça alourdit les suites après l'intervention. Et puis aussi, on regarde le capital osseux, surtout sur le versant glénoïdien. La surface articulaire, elle est petite. Pour accrocher nos implants, on n'a pas beaucoup de place. On a derrière un bras de levier mécanique qui est important. Donc si la glaine n'est pas trop usée, on préfère. Au niveau du coude, là aussi, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis 20 ans, aussi bien sur le plan arthroplastique que le plan arthroscopique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ?
au lieu de proposer systématiquement des prothèses de coude qui, jusqu'à pas très longtemps, n'étaient pas très abouties, on peut faire des nettoyages sous arthroscopie. On a maintenant des gains fonctionnels, les améliorations de la douleur qui sont prouvées à 6 mois, voire plus. Et je vous cite là l'étude de Yacine Carlier avec qui j'avais participé au symposium de la SFA en 2018. On peut faire aussi des petits gestes qui rendent bien des services, les hygromas, alors on ne sait pas trop, mais on les ponctionne par exemple des pansements alcoolisés. On peut faire simplement des résections sous arthroscopie, on fait 2 petites cicatrices d'1 centimètre, ça marche très bien et on n'en parle plus. Et puis aussi, on fait maintenant de plus en plus de neurolyses sous endoscopie. Les neurolyses du nerf ulnaire sous endoscopie, ça fait des petites cicatrices d'1 ou 2 centimètres et ça nous permet de faire une neurolyse extensive sans avoir de déstabilisation, donc éviter la transposition neurologique. Au niveau des prothèses de coude, là aussi, on a des implants qui sont de plus en plus anatomiques, avec des implants qui permettent de nous reconstruire la colonne externe du coude, qui est un facteur de stabilité et de longévité. Et on a même aussi des implants qu'on dit convertibles, c'est-à-dire que si on a un coude qui est très abîmé, avec des fonctions ligamentaires très altérées, on peut transformer ces prothèses anatomiques avec des prothèses axées qui donnent une stabilité primaire. De même, on a fait beaucoup de progrès sur la manière de poser ces prothèses, notamment au niveau des voies d'abord. La plupart désinséraient ou abîmaient un petit peu le triceps. Ça, c'était un facteur un petit peu préoccupant parce que si on a une belle prothèse du coude et pas de triceps, on ne peut pas mettre la main sur la tête et on ne peut pas aller chercher l'assiette dans le placard, ce qui est un peu embêtant si on veut redonner de l'autonomie à ses patients. Donc là, le fait de préserver le triceps, de le laisser en continuité, techniquement, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais ça simplifie grandement les suites et ça donne des résultats bien meilleurs. Et de ces deux faits-là, maintenant, sur les fractures complexes de l'extrémité inférieure de l'humérus, on propose de plus en plus des arthroplasties. Pourquoi ? Parce que ça évite l'immobilisation post-opératoire, donc ça évite éventuellement des séjours en SSR, et puis ça permet de proposer de la rééducation immédiate, donc un retour à l'autonomie bien plus rapide. Au niveau du poignet et de la main, là, effectivement, je vous parlais d'âge pivot, il y en a un. On dit aux alentours de 85 ans. Alors pourquoi 85 ans ? C'est souvent l'âge où les patients ont beaucoup de problèmes de santé et ont un état fonctionnel qui est plus dégradé. Le but de ces chirurgies au niveau du poignet et de la main, ça sera plutôt de traiter la douleur, essayer de rétablir une certaine fonction et surtout de ne pas être trop invasif pour ne pas avoir de complications. La récupération, bien sûr, est toujours fonction de l'âge et surtout de la fonction physiologique du patient. On a fait aussi des progrès au niveau de l'anesthésie. On sait que maintenant, on a des protocoles d'anesthésie divalentes. C'est quoi ces protocoles d'anesthésie ? C'est des anesthésies locales qui mélange non seulement de l'anesthésiant, mais aussi de l'adrénaline qui permet d'éviter le jeûne, qui permet d'éviter le garrot, qui permet d'une gestion simplifiée des anticoagulants. Bien sûr, cette technique peut être réservée qu'à un certain nombre de patients parce que le patient anxieux ne pourra pas être éligible. Le patient avec des problèmes vasculaires aura un problème avec l'adrénaline qu'on met. Et puis toujours, les patients insuffisants rénale chronique poseront aussi un problème pour ce type d'anesthésie, mais c'est une voie intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du poignet ? On va être plus light. Pour des arthroses évoluées, on ne va pas se lancer sur des prothèses, des arthroses, des choses comme ça. On va proposer des dernières versions du CARP. Qu'est-ce que c'est ? C'est une intervention simplement où on va aller sectionner les petits rameaux sensitifs articulaires du poignet. On ne va pas toucher à l'articulation, on va faire juste des incisions superficielles. Ça permet de ne pas avoir d'immobilisation post-opératoire et ça soulage dans 60 à 70% des cas. Pareil, si on a des arthroses évoluées, on va essayer plutôt de privilégier soit des petites arthroplasties d'interposition, comme vous voyez sur la radio, soit des arthrodèses partielles qui permettent de limiter l'immobilisation post-opératoire. De même, en arthroscopie, par exemple, l'exemple de cette arthropathie STT qui est douloureuse, au lieu de se lancer dans des programmes chirurgicaux très compliqués, on peut faire juste des petites résections sous arthroscopie qui permettent de soulager la douleur et qui permettent de conserver la fonction, même si elle n'est pas parfaite. Au niveau de la main, là aussi, les techniques mini-invasives sont très développées. La chirurgie endoscopique pour le canal carpien, c'est quelque chose qui est maintenant bien rodé. Au niveau des arthropathies trapézio-métacarpiennes, on privilégiera plutôt les trapézectomies pour les gens âgés. Pareil pour les maladies du Dupuytren, le gold standard est l'aponévrectomie, mais chez des patients âgés, on peut aussi faire des aponévrotomies à l'aiguille, ça évite des prises en charge plus lourdes. En ce qui concerne l'arthrose digitale, ça c'est un vrai problème parce que souvent les patients ont des atteintes polyarticulaires et on discute toujours entre fixer l'articulation, c'est-à-dire faire une arthrodèse et faire des arthroplasties. Ça c'est vraiment en fonction de la demande fonctionnelle du patient et en fonction du nombre d'articulations atteintes. En conclusion, finalement, chez le patient âgé,
dans la continuité de la RAC et dans l'ambulatoire, on va essayer de diminuer au maximum l'impact de la chirurgie et la iatrogénie potentielle en utilisant tous les armes qu'on a actuellement, c'est-à-dire des évolutions techniques qui nous rendent bien des services et une prise en charge spécifique. On va pouvoir maintenant aussi proposer des chirurgies à la carte qui auront pour but d'améliorer la qualité de vie, de donner une meilleure autonomie, mais pas forcément une fonction parfaite. Et puis, quand on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, finalement, un avis spécialisé, ça peut toujours être utile. On peut simplement dire oui, on peut pas, et si on peut, qu'est-ce qu'on peut proposer pour que le patient puisse être amélioré sans être trop invasif. Je vous remercie de votre attention.